Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Que je rappelle donc, vous êtes la présidente du Front National, députée européen, et donc en campagne pour l'élection présidentielle du printemps prochain, 2012. Petit rappel pour les auditeurs des matins, vous le savez donc, en cette année électorale, les matins, une fois par semaine, grosso modo, organisent avec la rédaction, c'est comme une coproduction, une émission avec un homme ou une femme politique français. C'est donc ce matin vous, Marine Le Pen, la présidente du Front National, que nous interrogeons. Et pour préciser qu'au menu, il sera question bien sûr de politique française, de questions internationales et inévitablement des questions liées à la crise économique. Tout cela sera au menu de cette interview. Et puis peut-être un mot tout de même, l'actualité de l'extrême droite en France, puisque nous avons donc appris hier la création d'un nouveau parti, l'Union de la droite nationale, dont le fondateur n'est autre qu'un ancien du Front National, Karl Lang, qui a déclaré hier pour lancer son UDN, l'Union de la droite nationale, face à la position économique de gauche de Marine Le Pen et à son discours de philosophie politique de parti radical de Troisième République. Je veux occuper l'espace laissé vacant, notamment sur les valeurs, a déclaré hier Karl Lang, et disant qu'il n'aurait sans doute pas beaucoup de difficultés pour obtenir les fameuses 500 signatures. Mais s'il n'a pas de difficulté pour obtenir les 500 signatures, c'est qu'on lui aura donné. Évidemment. Enfin, écoutez, si au Front National, nous avons, alors que nous sommes un grand mouvement qui est à 20% dans les sondages, des difficultés pour obtenir les signatures, et que M. Lang, qui ne représente que lui-même, et qui doit être à 0% d'après ce que j'ai vu dans les sondages, arrive à les avoir, c'est donc qu'évidemment, on lui aura donné. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous disiez, vous, il y a quelque temps, chez, je crois, nos confrères de RTL, que vous aviez tout de même, vous, quelques difficultés à les avoir. On a toujours des difficultés à les avoir. Voilà, c'était une course d'obstacles en permanence. C'était le cas en 2002, c'était le cas en 2007. Ce sera le cas, évidemment, cette année aussi. Bon, par contre, M. Lang le sait très bien, puisque c'est lui qui cherchait les signatures en 2002. Donc. Oui. Mais est-ce que cette nouvelle, au fond, vous arrange, vous qui dites toujours que vous voulez dédiaboliser le Front National, au fond, que la frange je ne extrême... cesse de dire que je ne suis pas l'extrême droite. S'il y a un candidat d'extrême droite, ça démontrera donc que j'avais bien raison de refuser cette étiquette. Mais quand il dit que vous ressemblez à tous les autres, vous qui dites que précisément il y a vous et tous les autres, qu'est-ce que vous répondez à cette... Monsieur, c'est une dissidence du mouvement qui est groupusculaire. Enfin, c'est pas la première. On en a eu des bien plus importantes qui ont très mal terminé. Et notamment celle de monsieur Maigret, qui avait quitté le Front National avec la moitié du mouvement et qui a terminé à 1%. Mais est-ce que cela veut dire tout de même qu'il y a quelque chose de compliqué quand on est présidente du Front National, qu'avait, pardonnez-moi, mais a réussi votre père, à savoir fédérer cette sorte de manteau de léopard dont on dit qu'il n'est d'ailleurs pas spécial au Front National, qui est souvent caractéristique des partis politiques, voilà, de fédérer des tendances souvent très éloignées, voire contradictoires, pour en faire un mouvement. Oui, ça c'est ce qu'on dit, mais si vous interviewez Jean-Marie Le Pen, il vous dira qu'en réalité... il y a toujours eu des scissions et des dissidences dans cette famille, comme dans toutes les autres d'ailleurs. Le PFN, Ordre Nouveau, voilà. Donc c'est pas du tout une nouveauté. On gère ça très bien. Et la seule fois où il y a eu un candidat dissident à la présidentielle, on est arrivé au second tour, c'était en 2002. Vous rentrez des États-Unis. Hein. On a vu des reportages, des images. A priori, le voyage n'a pas été le succès que vous espériez. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher aux États-Unis ? Le Front National n'a pas l'habitude d'avoir une politique particulièrement atlantiste. Quel était le... Mais attendez, on ne va pas uniquement dans les pays dont on accepte ou avec lesquels on est en accord avec le modèle. Et par principe, justement, l'intérêt d'aller dans un pays étranger, c'est de porter le projet qui est le vôtre. Je pense qu'aux États-Unis, il y a énormément de gens qui sont en désaccord avec le modèle proposé par M. Obama, qui est un modèle de soumission totale aux puissances financières, et pour cause, puisqu'il s'apprête à ramasser 1,5 milliard pour commencer sa campagne présidentielle. Par conséquent, c'est pas sur lui qu'on peut compter pour mettre les puissances financières au pas. Il y a beaucoup d'Américains qui espèrent un autre modèle que celui-là, qui
espère un protectionnisme, qui espère l'arrêt des guerres à l'étranger, qui, comme c'est le cas pour Ron Paul que j'ai rencontré, espère le retour à l'étalon or, seul susceptible de mettre fin à la spéculation internationale. Ce sont eux que je suis allé voir. Ce ne sont évidemment pas les gens dont je conteste la gouvernance. Les républicains du Tea Party, oui, vous savez bien. Il y a aussi des démocrates qui, je crois, remettent en cause le modèle actuel. Par conséquent, la situation politique, comme dans tous les autres pays d'ailleurs, est beaucoup moins simple que l'aspect binaire qu'on voudrait. Vous avez eu un peu de mal, et beaucoup même, à rencontrer un certain nombre de dirigeants. Ron Paul, vous l'avez vu pendant 10 minutes. Monsieur, je l'ai vu pendant 10 minutes parce qu'une meute de journalistes français était collée à sa porte. Moyennant quoi, j'ai longuement discuté, notamment avec ses assistants, et notamment celui qui est chargé de l'économie. Nous avons parlé de la crise de la zone euro pendant 3 quarts d'heure, et j'ai eu l'occasion de voir Ron Paul pendant 1 quart d'heure. Nous avions un sujet essentiel d'ailleurs, et presque unique, c'était justement l'étalon or. Bon. J'ai rencontré Joe Walsh. Je pense qu'au contraire, ce voyage a été éminemment intéressant, que j'y ai planté les graines d'une autre façon de penser, d'une autre manière de voir les choses. J'ai défendu l'analyse que je fais depuis des années, et excusez-moi, vous avez tout à l'heure résumé ma pensée politique aux problématiques de l'immigration. Je pense que vous avez un petit train de retard, parce qu'en l'occurrence, depuis un certain nombre de mois, le moins que l'on puisse dire, c'est que si vous m'avez entendu, vous m'avez beaucoup entendu parler d'économie, beaucoup entendu dire que la zone euro allait imploser. J'ai été beaucoup raillé. Mais il n'y a pas de vous qui le dites, ça. Mais attendez, ça sera... Ça fait... Ah bon il y a 2 ans, il y a beaucoup de gens qui disaient que la zone euro allait imploser. J'ai même fait des paris avec un certain nombre de vos confrères qui vont être obligés de démissionner à ce moment-là. Ça va être problématique pour eux. À l'époque, j'étais raillé. J'étais décrédibilisé. Il n'y avait pas un économiste à l'époque qui avait une antenne ouverte. Aujourd'hui, il y en a un certain nombre, et je m'en félicite. Monsieur Cotta, Monsieur Rosa, Monsieur Sapir, mais pas seulement, monsieur. Quand j'ai proposé un plan concerté depuis des mois et des mois de sortie de l'euro, on m'a dit mais n'importe quoi, qu'est-ce que vous racontez? Si vous voulez bien, excusez-moi, je vais juste terminer. Sûr, mais on aura l'occasion d'en parler à partir de 8h15. Très longue, de 8h15, c'est pas du tout. Non mais d'accord, mais vous savez, c'est pas une honte d'admettre que j'ai eu raison avant les autres, et que peut-être on a été un peu rapide en raillant mes positions il y a un certain nombre de mois. Non, sur la question internationale tout de même, justement, quand même, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'idée de ce voyage aux États-Unis? On sait aussi que vous regardez beaucoup le modèle russe avec Vladimir Poutine, mais pour rester quand même un instant sur les États-Unis et avec Ron Paul, qui est un homme politique qui se définit lui-même comme au fond libertarien, qu'est-ce que vous avez envie de puiser dans cet exemple-là, sachant qu'il est quand même, lui, pour le moins d'État possible, alors que vous revenez, vous, plutôt à l'idée qu'il faut défendre un État ici? Mais c'est étonnant quand même, cet état d'esprit, de penser que lorsqu'on va à l'étranger, c'est pour aller y puiser quelque chose. Vous ne croyez pas qu'on peut y apporter quelque chose? La confrontation des idées. Oui, mais vous pensez, si vous allez apporter une idéologie politique, une philosophie politique à Ron Paul... on peut y apporter quelque chose. Vous voyez, quand je suis allé en Italie il y a 3 semaines, j'ai rencontré une 50aine de chefs d'entreprise qui avaient exactement la même position que moi sur l'euro, sur la zone euro et sur la nécessité de mettre en place un protectionnisme raisonné. Je n'ai pas trouvé une formation politique qui porte ce message. Eh bien, j'espère avoir peut-être contribué à susciter demain l'émergence d'un mouvement politique qui, en Italie, refusera la tutelle du FMI, plaidera pour l'indépendance de l'Italie. Marine Le Pen, vous n'êtes pas la seule à parler de démondialisation. Vous êtes en train d'expliquer que vous avez l'exclusivité d'une idée qui court depuis des années. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas que j'en ai l'exclusivité. Je dis que nous avons été les premiers à condamner la mondialisation quand tout le monde trouvait que c'était extraordinaire, que de la mondialisation allait sortir le bonheur des hommes, la prospérité et l'emploi. Je vous rappelle que dès le début des années 90, le Front National a fait de longs papiers pour expliquer précisément ce que la mondialisation allait entraîner, la multiplication des délocalisations, la concurrence internationale déloyale, la perte de nos emplois et la montée du chômage. Je crois encore une fois que nous avons eu une analyse tout à fait juste. Ça n'est pas honteux de l'admettre, vous savez. Alors, il s'agit de replacer les choses dans la réalité historique, et la réalité historique est qu'il y a un débat en Europe, et notamment on l'a eu à propos de Maastricht en 1994,
92 et que ce débat portait déjà les graines de toute cette histoire de démondialisation. Et tous les gens qui parlent de démondialisation aujourd'hui ont voté Maastricht, comme M. Mélenchon par exemple. Je vous rappelle que Maastricht, le résultat avait été de 52-48 et que le débat avait été vif. Donc vous n'en avez pas l'exclusivité. Mais attendez, monsieur, je vous dis que tous les grands responsables politiques qui sont en course aujourd'hui ont tous voté Maastricht. Tous. Eh bien, ils devraient peut-être admettre leur erreur auprès du peuple français et dire, écoutez, par nos prises de position, nous vous avons trompé. La réalité, c'est que nous avons contribué à construire une monnaie unique qui a été un carcan insupportable pour notre économie, qui a entraîné l'appauvrissement de notre pays et qui, permettez-moi de vous le dire, a mis la France au bord de la faillite. Rien que cela. Bon, eh bien, comme disait Einstein, on ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Si vous le voulez bien, on va reprendre. Le problème, il est enfin, tout de même, on a bien vu avec le cas grec que visiblement, les populations, pour l'instant, ne réclament pas à corps et à cri la sortie de l'euro. C'est un discours plutôt politique, mais quand il y a eu au fond l'affaire du référendum, non, mais je crois que les Grecs disaient eux-mêmes à 71% qu'ils ne souhaitaient pas sortir de l'euro. Et on est tellement sûr de ça qu'on a supprimé le référendum. Comme ça, au moins, non, le référendum, mais le sondage sur la sortie de l'euro ou pas des Grecs était plutôt favorable. Ah oui, mais ceux de l'Allemagne est favorable, voyez-vous, à sortir de l'euro, le peuple allemand. Ah oui, oui, à 70%, à revenir aux marques. Moi, je propose, écoutez, je vous prends au mot. Proposons donc tous ensemble un référendum dans tous les pays européens sur la sortie de l'euro. Voilà qui serait éminemment démocratique au moment où on a le sentiment que... Pour l'instant, les opinions n'y sont pas plus favorables que ça. Mais monsieur, je viens de vous dire que selon un sondage, 70% des Allemands, par exemple, sont pour la sortie de l'euro et le retour aux marques. Alors, le meilleur moyen... Oui, mais peut-être que les peuples n'ont pas la même définition de la sortie de l'euro et surtout la même appréciation de ce qui concerne leur monnaie. Non, mais dans la mesure, sortie de l'euro, c'est une sortie de l'euro. C'est un retour aux monnaies nationales. Il n'y a pas 50 Oui, mais la dette reste en euros. Mais non, monsieur, parce que si on sort de l'euro, il n'y a plus d'euros. Excusez-moi. Ah, mais il faut que tout le monde sorte en même temps, alors. Donc la dette ne peut pas rester en euros. Parce que vous croyez, très honnêtement, monsieur, sincèrement, que si l'Allemagne ou la France sort de l'euro, il y aura encore un euro. Sans la France et sans l'Allemagne. C'est-à-dire que pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est en tout cas pas l'analyse que fait l'immense majorité des économistes. Et c'est bien la raison pour laquelle ceux qui défendent l'euro se battent autant, avec autant d'énergie et d'acharnement pour sauver ce dogme. C'est parce qu'ils savent bien que le jour où un des pays important décidera d'en sortir, il n'y aura plus d'euro. Et que cette construction artificielle d'une monnaie unique, dont on savait pertinemment qu'elle n'était pas viable, s'écroulera. Et que du coup, les peuples demanderont évidemment des comptes à ceux qui ont construit ce système économique, dont le moins qu'on puisse dire, c'est que sur les résultats, il a été pour le moins décevant. Marine Le Pen, Hubert Huertas, vous écoutez les commentaires autour, les commentaires politiques. La question de l'euro est une question qui... conduit à des interprétations diverses et la vôtre n'est pas une exclusivité, on l'entend également Ça vous ailleurs. Ennuie, hein. Ça vous gêne. Mais pourquoi voulez-vous que ça me Parce gêne ? que ça fait une demi-heure que vous m'expliquez que c'est pas une exclusivité. Mais parce que je veux remettre les choses dans leur contexte, ça m'ennuie pas du tout, j'observe. Mais qui propose la sortie de l'euro, monsieur ? Vous me poserez une interrogation écrite un petit peu plus tard. Non, mais vous dites que ça n'est pas une exclusivité. Vous avez des courants de la droite populaire, vous avez des courants à gauche, vous avez des courants à l'extrême gauche. La droite populaire ne propose pas la sortie de l'euro. L'extrême gauche ne propose pas la sortie de l'euro. Mélenchon ne propose pas la sortie de l'euro. Je vous pose la question, qui propose la sortie de l'euro ? Monsieur Dupont-Aignan et moi. Alors, oui, c'est plutôt la frange de droite. Ce qui nous conduit... Ce qui nous conduit à 7h56 minutes, c'est l'heure de la chronique. Donc j'ai bien l'exclusivité. Écoutez, si vous voulez dire que vous avez l'exclusivité, les auditeurs en jugeront. On n'est pas là pour faire un débat. Je tiens à remettre... on n'est pas là pour faire un débat. Non, on est là pour vous poser un certain nombre de questions. La démocratie du débat, c'est beau. On n'est pas débatteurs ici, vous le savez bien. Voilà. 8h16 sur France Culture les matins. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc Vinchet. À vous la lourde tâche d'introduire, comme chaque jour, le débat des matins de France Culture avec l'invité des matins, Marine Le Pen, présidente du Front National, et donc votre chronique, le Front National, l'Europe et la question de l'euro. Et oui Marc, à quoi reconnaît-on un parti de gouvernement ? À ce qu'il essaie de se doter d'un programme économique et social crédible et applicable. Un pur mouvement tribunicien n'en éprouve pas le besoin, puisqu'il se contente de dénoncer le système. En outre, toute précision sur son programme risquerait de lui aliéner une partie des frustrations qu'il essaie de fédérer. On ne peut dans le même temps afficher un projet libéral à destination des patrons de PME
et bénéficier des suffrages des professions fermées comme les chauffeurs de taxi. Alors que le Front National est relooké, ait fait l'effort de se doter d'un projet économique et donc à interpréter comme l'affichage d'une volonté de normalisation. Maintenant, alors ce projet, que comporte-t-il ? Je l'ai sur la table parce que pour l'instant c'est un projet économique, c'est pas encore la proposition définitive. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de choses dedans. Et on sait, on en a déjà parlé avant 8 heures, la mesure la plus décisive parmi celles que vous préconisez, Marine Le Pen, c'est évidemment la sortie de l'euro. Vous expliquez qu'elle se fera de manière groupée, en compagnie des pays du Sud. Vous citez les pays du Sud, de l'Irlande et de la Belgique. Mais on le disait tout à l'heure, j'y reviens, à ma connaissance, aucun gouvernement de ces pays n'a émis le souhait de renoncer à la monnaie commune. Les seuls qui pourraient avoir éventuellement un intérêt à quitter l'euro, ce sont évidemment les pays à économie puissante, comme l'Allemagne, mais qui ne le souhaitent pas. Mais nous pas, certainement, parce que nous ne sommes pas une économie puissante. Vous vous appuyez sur des analyses d'un certain nombre d'économistes critiques envers la manière dont a été mise en œuvre la monnaie unique. Et vous n'avez pas tort de relever ce fait troublant que certains d'entre eux relèvent également. Les performances économiques des pays de l'Union qui n'ont pas adopté l'euro demeurent légèrement supérieures en moyenne à celles de l'Euroland. Mais l'immense majorité des économistes, y compris la plupart de ceux que vous convoquez à l'appui de votre thèse, je pense en particulier à Christian Saint-Étienne et à Jean-Luc Gréau, eh bien, ils ne préconisent nullement un retour aux monnaies nationales. Dans la tourmente monétaire et face au dollar et au yuan, que pèserait le franc belge ou l'escudo portugais ? Ce qui est préconisé, généralement, c'est une sortie de la crise par le haut, tirer toutes les conséquences budgétaires et fiscales de l'union monétaire en harmonisant les budgets et les impôts, et non pas renoncer à la monnaie unique. Car liquider l'euro aurait des conséquences coûteuses, que 2 études économiques récentes ont tenté d'évaluer. La première, elle s'appelait « Quantifier l'impensable ». Elle avait pour auteur Mark Cliff, l'économiste en chef de la banque néerlandaise ING. Et Mark Cliff estime qu'en cas d'éclatement de la zone euro, la France perdrait 5% de PIB en 2 ans. Ça donne à réfléchir. Dans l'étude publiée sur le même sujet par Patrick Artus de Natixis et Stéphane Déo du BS, on lit qu'un tel scénario risquerait de provoquer la faillite en chaîne des banques, puisqu'elles détiennent de gros paquets de bons du Trésor des pays voisins. Vous prévoyez, Marine Le Pen, une dévaluation de 20 à 25% de ce nouveau franc, mais il vous faudrait introduire un contrôle d'échange extrêmement rapide, parce que l'essentiel des capitaux aurait déjà fui vers des asiles plus sûrs, aussitôt rétabli la monnaie nationale, puisqu'ils sauraient, ces détenteurs de capitaux, que vous avez l'intention de dévaluer de 20 à 25% tout de suite. Mais la suite de l'histoire serait marquée par une guerre d'échange, d'après Artus et Déo, qui serait très dangereuse pour notre monnaie restaurée. Et surtout, nous subirions une envolée insoutenable des taux d'intérêt de notre dette, qui, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, est libellée en euros. Car c'est bien, Marine Le Pen, l'euro fort que vous dénoncez avec d'autres, qui nous permet de bénéficier de taux d'endettement actuel proches de ceux accordés à l'Allemagne pour la solidité de ses finances et non pas des nôtres. Quant aux mesures protectionnistes, deuxième partie de votre programme que vous préconisez, vous savez bien qu'elle provoquerait d'immédiates mesures de rétorsion de la part de nos fournisseurs et de nos clients. À quel prix pourrions-nous bien produire aujourd'hui des ordinateurs ou des téléviseurs que la division internationale du travail nous fournit aujourd'hui à très bas coût ? Croyez-vous que le consommateur soit prêt à accepter un triplement de la facture sur certains de ces produits ? Quant à la monétisation de la dette, une autre partie importante de votre programme, il faut savoir qu'elle ruinerait les détenteurs d'assurance vie, et nous parce que les assurances-vie sont essentiellement composées de bons du Trésor français, et nous aliénerait définitivement les prêteurs du monde entier qui, bien sûr, ne nous prêteraient plus rien. Alors plutôt, et c'est un peu ma question, plutôt que de tenter de se refermer sur notre hexagone, qui est charmant mais exigu, pourquoi ne pas nous inspirer des efforts de compétitivité de nos amis allemands, autrichiens, néerlandais, qui, je vous le signale, avec la même monnaie, face à la même mondialisation, face aux mêmes défis indiens et chinois et brésiliens, remportent eux des succès commerciaux considérables et tiennent leurs finances. Si au lieu de rêver à s'aborder la monnaie européenne, nous laissions un peu les Allemands en tenir les rênes, c'est une question provocatrice que je pose, mais il faut voir que c'est ce vers quoi l'Europe est en train de se diriger. Et après tout, les Allemands ont montré qu'en matière monétaire, ils avaient une certaine compétence. La chronique de Brice Couturier. C'est vrai qu'on se pose la question de savoir pourquoi on a fait une guerre après tout. S'il s'agit de se soumettre maintenant à un gouvernement allemand, je ne suis pas sûr que tous ces efforts et toutes ces vies perdues aient été utiles. Bon. Monsieur, une complémentarité entre les compétences. Les Français savent faire, par exemple, intervenir en Libye et les Allemands savent tenir une monnaie. J'ai beaucoup de réponses parce qu'il y a beaucoup d'erreurs dans le papier qui est le vôtre. Bon.
Vous citez M. Saint-Étienne et M. Gréau. Je les cite, moi, en ce qui me concerne, rarement, même si nous avons des points d'accord sur les talons or avec M. Christian Saint-Étienne. Je cite plutôt M. Sapir, M. Cotta et M. Rosa. Vous mettez en cause la crédibilité de ma proposition de plan concerté et organisé de l'euro. Ça fait effectivement de nombreux mois que j'expose cette solution. Et je vois que je suis au moins rejoint par 2 grands économistes américains, Paul Krugman et Danny Roderick, ainsi d'ailleurs que par le chroniqueur du Financial Times, Gédéon Rachman. Que dit M. Danny Roderick ? Il dit... Le mieux pour la zone euro serait que son éclatement soit le plus possible anticipé et préparé. Quant à M. Rachman, il dit au lieu d'affirmer que l'éclatement de l'euro est impensable, les responsables européens feraient mieux de commencer à le préparer. C'est ce que je réclame depuis de très nombreux mois. Encore une fois, je le répète, j'ai été raillé pour cela, décrédibilisé. Je crois pourtant que c'est la seule solution aujourd'hui, puisque personne n'est capable d'en apporter une autre et qu'il m'apparaît que l'euro continue à être un obstacle considérable au développement de notre économie. Vous me dites, le protectionnisme, c'est impossible. Juste un seul moment sur si vous voulez bien, sur la question de l'euro et de son éclatement possible, et on reviendra ensuite, parce que ça me paraît aussi très important, vous avez raison, sur la question du protectionnisme. Je n'ignore pas qu'un très grand nombre un petit nombre d'économistes anglo-saxons, anglais et américains, depuis un certain temps, misent sur l'éclatement de l'euro. C'est pas nouveau. Déjà l'année dernière, ils le faisaient. Dans le Financial Times, il y a eu un débat mené là-dessus. Évidemment, les Anglais et les Américains, de leur point de vue, ont tout intérêt à voir la monnaie unique exploser. Je suis en désaccord avec vous. Parce que ça les mettrait dans une position de force par rapport à l'escudo portugais et au franc belge. Je suis en désaccord total avec vous. En l'occurrence, je pense que l'euro affaiblit tellement les économies que nos concurrents ont tout intérêt à ce que l'euro persiste. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, entre autres, la Chine tente de proposer une aide, parce que la Chine a tout intérêt à ce que nous conservions une monnaie forte. Les économies sans euro ne résistent pas beaucoup mieux à la crise. Regardez la Grande-Bretagne. Si, ils résistent mieux, mais la Grande-Bretagne est une économie fondée exclusivement, quasiment sur la finance, ce qui n'est pas notre cas. Bon, vous citez, monsieur, dans tout votre papier, permettez-moi, mais je pense qu'à un moment donné, il faut prendre un petit peu de distance. Vous fondez vos critiques sur des analyses, des études faites par des banques. Ah, mais ça, il n'y a pas de problème. De banque. Non, mais ça, il n'y a pas de problème, Patrick cher Artus, monsieur. Il publie un bouquin tous les ans, monsieur, y a pas de et problème. c'est un économiste sérieux. Il n'y a aucun souci. Les banques, elles veulent qu'on continue avec l'euro. Ça, alors là, il n'y a aucun problème. Mais moi, je ne suis pas le défenseur des banques. Moi, je suis le défenseur des peuples, en l'occurrence. Et je pense que les intérêts des banques et les intérêts des peuples et les détenteurs d'assurance vie, c'est des banques ou c'est des gens? Les détenteurs d'assurance vie, c'est des gens? Donc, très honnêtement, quand les banques veulent qu'on continue à leur confier notre argent et nous expliquent donc qu'il faut absolument conserver l'euro, soit, mais je crois qu'elles défendent des intérêts particuliers. C'est bien d'ailleurs tout le problème de notre économie qui tourne autour de la défense d'intérêts particuliers. Bon. Vous n'avez pas lu d'ailleurs totalement, je pense, mon projet économique, parce que vous me dites qu'il va y avoir une augmentation très importante des taux d'intérêt. On l'a bien regardé, on l'a tous là. Oui, mais vous avez quand même zappé un élément extrêmement important, qui est que je compte rendre à la Banque de France sa prérogative de prêter au Trésor sans intérêt ou à taux d'intérêt très bas, ce qui évidemment va à anéantir le monopole des marchés qui a été instauré par la loi de 1973. Et provoquer une inflation considérable, puisque ça veut dire faire marcher la planche à billets. Non, mais monsieur, on fait marcher la planche à billets, monsieur. On fait marcher la planche à billets. Vous savez, je pense qu'on peut très bien, encore une fois, gérer la masse monétaire de manière intelligente. On n'est pas obligé de faire fonctionner la planche à billets de manière folle. Tout ça fait l'objet d'un plan que nous proposerons d'ailleurs de désendettement extrêmement précis et qui seul permet d'ailleurs de sortir de la situation de surendettement qui est la nôtre. Enfin, si la Banque centrale rachète des bons du Trésor français, ça veut dire qu'elle fait marcher la planche à billets, soyons clairs. Monsieur, nous faisons déjà marcher la planche à billets. Je répète, aujourd'hui, c'est la déflation qui nous guette, c'est pas l'inflation, très honnêtement, et tous les économistes le disent. Bon, donc je pense qu'il ne faut pas non plus se créer des problèmes là où il n'y en a pas. Vous avez dit après que nous ne pouvions pas mettre en place de protectionnisme parce que nous allions faire l'objet de rétorsion. Mais la mise en place du protectionnisme serait une mesure de rétorsion de notre part, puisque nous sommes victimes du protectionnisme des autres pays. Moi, encore une fois, les entrepreneurs français me disent, mais écoutez, c'est bien gentil tout ça, la Chine inonde nos marchés de produits, mais quand on va en Chine, nous sommes soumis à un protectionnisme chinois. Et pourquoi les Allemands, les Hollandais, en l'occurrence, les mains libres, avec les mêmes défis, la même Chine, avec les mêmes produits et le même euro fort, soi-disant fort, en tout cas c'est votre théorie, ne subissent pas la même pression de la part de la Chine, de l'Inde et du Brésil? Mais parce que monsieur Langlais, qui est économiste d'ailleurs,
a eu une image très juste. Une question de compétitivité qu'une question d'euro fort. Il a dit, à juste titre, l'euro est un costume trop grand pour les uns et trop petit pour les autres. En fait, le seul à qui il va, c'est l'Allemagne. L'euro a été construit, évalué en fonction de l'économie allemande. On va essayer de se rapprocher de ces performances plutôt que de se refermer sur notre précaré. D'avoir toujours une fascination, soit pour l'Amérique, soit pour l'Allemagne, ça dépend des années. Il n'y a pas de fascination à avoir. Il y a un modèle français qui a très bien fonctionné, qui peut encore très bien fonctionner. Contrairement à ce que vous dites, nous ne sommes pas un petit pays, une petite nation. Nous sommes une nation très puissante. Encore faut-il que nous sachions. De l'Inde et de la Chine, franchement. Encore faut-il que nous le sachions. Oui, mais vous inquiétez pas. L'Inde et la Chine auront aussi leurs problèmes. Croyez-moi, quand la Chine va s'apercevoir que la politique de l'enfant unique, ça fait un adulte pour 2 personnes âgées, il va quand même y avoir un certain nombre de soucis. Bon, vous me parlez du protectionnisme. La France ne pèse pas. Regardez ce qu'a fait le Brésil. Regardez ce qu'a fait le Brésil. Le Brésil a dit aux constructeurs de l'iPad, écoutez, il n'y a pas de problème. Voilà, moi je vous mets le deal en main. Vous voulez vendre des iPads l'a dit pendant la primaire. Vous voulez acheter des iPads, vous voulez vendre des iPads au Brésil, vous allez les construire au Brésil. Je trouve que c'est tout à fait légitime. Et je pense que cela, en revanche, c'est exactement ce que je pense, c'est la défense des intérêts du peuple français. Je pense que l'on ne peut pas être concurrentiel. Vous voulez qu'on soit compétitif ? On n'y arrivera pas, monsieur. Je le répète, sauf à vivre avec un bol de riz par jour, $50 par mois et faire travailler les gosses de 5 ans, on ne sera pas concurrentiel avec les Chinois. Du prix des ordinateurs et des téléviseurs à écran plat, qui aujourd'hui ne sont plus fabriqués en Europe du tout. Mais dites-moi, on fabrique des plaquettes numériques, non, de mémoire. Mais il y a des plaquettes numériques françaises. Que nous produisions des produits que les Chinois produisent pour 3 fois moins cher et qui donc sur nos marchés arrivent aussi 3 fois moins cher. Non, monsieur. Est-ce que vous pensez que les consommateurs européens sont prêts à payer 3 fois plus cher son ordinateur sur ce qui serait fabriqué en France? Est-ce qu'on n'est pas dans un plan calcul là? Eh bien, monsieur, je crois que vous vous trompez et vous avez fait une mauvaise analyse. Car qu'est-ce qu'on s'est aperçu? On s'est aperçu que le t-shirt chinois acheté 1 euro en Chine est vendu par la grande distribution 11, 12 ou 15 euros. Ça veut dire que les profits liés en réalité au fait de faire fabriquer par des esclaves pour vendre à des chômeurs, c'est la grande distribution qui se les est accaparés. Et à ce prix de 12 ou 15 euros, il faut que vous rajoutiez le prix du chômage qui est payé par les Français. Par conséquent, moi je vous le dis de manière très solennelle, nous pouvons pertinemment, parfaitement construire des produits. Le tout, c'est que nous mettions en place des mesures légitimes, intelligentes, totalité des produits, vous de voulez dire qu'on protection à nos frontières. On va faire fabriquer à la fois des ordinateurs et des t-shirts. Mais monsieur, nous fabriquons le maximum que nous pourrons fabriquer pour ne pas avoir de chômage, parce que c'est ça l'objectif. Moi, je refuse de me soumettre à un chômage de 5 millions de Français, et encore, nous n'en sommes probablement qu'au début. Je refuse de me soumettre à la disparition de nos systèmes de protection sociale, sous prétexte que des ultralibéraux qui pensent que la main invisible du marché va apporter le bonheur des hommes ont décidé que 1% de la population pouvait s'enrichir au détriment des 99% autres. Hubert Vertas. Oui, je vais sortir du domaine purement économique tout en continuant sur votre conversation pour aborder le domaine politique. Je vous écoute depuis 5 minutes. Vous avez parlé des banques, on entend d'autres personnes, d'autres forces politiques parler des banques. Je suis désolé, mais je vais revenir sur cette question. Vous parlez du Brésil, Montebourg en a parlé pendant. Vous parlez de la souffrance des peuples, Mélenchon en a parlé. Vous parlez de protectionnisme, vous parlez de la Chine. Et figurez-vous, je mange des tartines le matin, je pense que M. Hollande aussi. Tout cela, nous l'entendons par ailleurs. Alors, je vais vous poser la même question, mais à l'envers. Que dites-vous que les autres ne disent pas en dehors de « je vous l'avais bien dit et j'ai été la première ». Qui parle de protectionnisme aux frontières de la France? Tout le monde. Pardon? Aux frontières de la France? Non. Aux frontières, vous avez raison. Aux frontières de la France, vous avez parfaitement raison. Qui parle de revenir, voilà. Qui parle de revenir sur la loi de 73 et de rendre à la Banque de France la prérogative de prêter au Trésor? Plus ou moins, vous n'êtes pas la seule. Non, qui? Écoutez. Ça serait une folie de personne ne pas on est dans le moment du débat. Alors qui? Alors écoutez, on ne va pas faire une bataille de noms. Ah si, monsieur, permettez-moi, monsieur. Non, c'est trop facile. Non. Vous me dites que tout le monde dit la même chose et qu'est-ce que je dis de différent? Je vous dis qui propose de supprimer la loi 73 et de rendre à la Banque de France la prérogative de prêter au Trésor. Vous pouvez nous conduire sur un point particulier si vous le voulez. D'ailleurs, vous c'est un point essentiel de mon programme, monsieur. Non, je vous dis que la question de rendre aux États la main sur
une banque nationale ou sur les banques, c'est une question qui est générale. La question des banques, vous n'êtes pas la seule à la poser. C'est une plaisanterie, monsieur, puisque par définition, tous ceux qui ne proposent pas la sortie de l'euro ne proposent pas que nous maîtrisions la banque. Excusez-moi. Bon, alors qui propose la sortie de l'euro? Eh bien, alors c'est que vous n'écoutez pas les débats qu'on entend monsieur, partout. Qui propose la sortie? Parce que si la question des banques n'a pas été abordée, mais on la question de mettre au pas les banques, vous l'avez peut-être entendu dans la primaire socialiste. Soyons, s'il vous plaît, sérieux. J'ai bien compris que vous aviez un petit penchant affectif pour les socialistes, mais il n'en demeure pas moins... Je vous oppose les socialistes parce que je suis chargé de vous apporter la contradiction. Alors, je recommence. Qui propose la sortie de l'euro? La sortie de l'euro... Alors, la sortie de l'euro est un il a au moins l'antériorité. La sortie de l'euro est un débat permanent. Non, il n'a pas l'antériorité, c'est nous qui l'avons, en l'occurrence, mais c'est pas grave. Écoutez, c'est un débat permanent dont vous seriez, en quelque sorte, le degré maximum. Mais la question de la sortie plus ou moins de l'euro, de créer un euro du Nord, un euro du Sud, si vous ne l'entendez pas, c'est que nous n'écoutons pas les mêmes radios. Non mais monsieur, à faire un euro du Nord et un euro du Sud, ça n'est pas sortir de l'euro. Vous êtes éminemment gêné parce que vous êtes arrivé sur un terrain où vous êtes en train de vous enliser. Le terrain sur lequel je voudrais que vous me répondiez, c'est que dites-vous que les autres ne disent pas, et vous ne dites pas grand-chose que les autres ne disent pas. Eh bien, monsieur, à part que vous portez peut-être à incandescence des choses qu'on entend partout. Monsieur, je vais vous dire précisément, non, mais parce que c'est trop facile, ça. Moi, je veux aller au bout de votre illogisme et de vos contradictions. Qu'est-ce que je porte comme politique? Parce que moi, ce que pense, si vous voulez, tel ou tel analyste ou économiste d'une banque, ça ne m'intéresse pas. Dans la classe politique française, qui est pour la sortie de l'euro? Moi et M. Dupont-Aignan, qui est à 1%, que j'espère d'ailleurs pouvoir convaincre de me rejoindre. Qui propose la suppression de la loi de 1973? Je suis la seule. Qui propose des protections aux frontières françaises? Je suis la seule. Mais le fait d'être seul vous paraît une garantie de bon sens et de sérieux? Monsieur, ça n'est pas le problème. Peut-être aussi parce que c'est moins raisonnable. Mais monsieur, excusez-moi, je réponds à la question de votre confrère. Il me dit il me dit, vous n'êtes pas la seule à dire ça. On a compris que vous étiez deux, à savoir Nicolas Dupont-Aignan et vous. Les seuls. Voilà, c'est tout. Donc sur l'échiquier politique, par conséquent, vous avez tort, je suis désolé, ça peut arriver. Vous ne pouvez pas réduire l'immense... Oh, ça vous agace. Oh là là, ça vous agace. Je ne suis pas agacé du tout. Pourquoi voulez-vous que je sois agacé? Ce qui m'agace un peu, c'est qu'on ne va pas faire un débat de tête Marine Le Pen, Hubert Huertas. On voudrait comprendre un peu quel est le programme et les solutions du Front National, en l'occurrence, en matière économique. Sur la question, par exemple, de la banque, du prêt de la banque et de l'action de la banque française, Hubert Brice, aidez-moi. Sur la sortie de 73 dont vous parlez. Oui. Le contexte était quand même économique était très différent dans le fait que justement en 73, quand on a décidé qu'il n'y avait plus d'action nécessairement souveraine de la Banque de France, c'est que justement il y avait une construction européenne qui permettait au fond de fédérer, je parle très factuellement, une économie européenne au fond des échanges et en vue plus tard d'une ouverture des marchés et des frontières qui faisait que justement les économies de l'Europe sur la base de ce qu'est l'Europe avaient une forme de solidarité dans le flux financier et sur la question des marchés pour faire fonctionner et construire un ensemble européen. C'était un contexte. Alors que là, on irait vers une guerre des monnaies. On serait dans on reviendrait sur une guerre des monnaies. Mais monsieur, ça n'a pas marché. Cette guerre des monnaies, elle existe déjà d'ailleurs entre les États-Unis et la Chine qui font des dévaluations compétitives. Mais pas au sein de l'Europe, c'est une grande... Pas au sein de monsieur, quel est votre objectif? Moi, je ne comprends pas. D'après vous, quel est l'objectif d'un responsable politique? L'objectif d'un responsable politique, c'est de mettre en place une économie qui soit équilibrée, qui permette aux Français d'avoir un emploi, avec des salaires dont ils peuvent vivre, pour se constituer un patrimoine et le transmettre à leurs enfants. En matière économique, c'est ça l'objectif d'un responsable politique. Moi, qu'est-ce que je vois? Je suis pragmatique. Moi, à la différence des autres, je ne suis pas idéologue. Je vois que l'euro, la construction européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, nous a livré... Il est parfaitement louable. Pardon. On a pensé à une époque dans les questions économiques qu'on ne pouvait pas y arriver tout seul. On s'est trompé, monsieur. Alors, voilà. Ils se sont trompés. Est-ce que je peux vous reprendre sur ce thème-là? Mais j'aimerais bien terminer une phrase quand même. Parce qu'à 3 contre 1, si vous voulez, il y a un moment donné, il faut quand même que je puisse terminer une phrase. Donc, on s'est trompé et on a livré l'Europe pieds et poings liés à une
concurrence internationale déloyale dont nous savons aujourd'hui que l'immense majorité des emplois industriels perdus par la France l'ont été à cause de cette concurrence internationale déloyale. Donc il y a 2 solutions, monsieur, il n'y en a pas 50, pour être, comme vous dites, compétitif. Soit nous mettons en place des protections intelligentes aux frontières, soit nous baissons les salaires, nous supprimons le système de protection sociale, et là, nous espérons, enfin ils espèrent, nos dirigeants, que nous soyons compétitifs avec les pays émergents, ce qui est une folie. C'est le retour à l'âge de pierre économique annoncé. Voilà. Marine Hubert et puis Alain Jarre-Stama qui attend son tour depuis un moment. Marine Le Pen. Brice Couturier, pardon. Vous nous dites que vous êtes pragmatique et pas idéologue. C'est là que je tique un petit peu, parce que le protectionnisme économique que vous nous proposez, qui est extraordinairement radical, il faut bien le comprendre, va de pair avec un protectionnisme culturel. Mais oui, parce que c'est du même mouvement qu'évidemment, en tant que Front National, vous défendez la fermeture des frontières aux produits importés, la fermeture des frontières à l'immigration, la fin de l'espace Schengen, bref, le rétrécissement sur l'Hexagone, comme je le disais tout à l'heure. Et ça, c'est bien de l'ordre de l'idéologie et c'est pas de l'ordre du pragmatisme. Enfin, écoutez, monsieur, pendant des siècles, nous avons protégé nos frontières. Pendant des siècles, nous avons commercé. Et notre commerce international allait beaucoup mieux que maintenant, où aujourd'hui, notre balance commerciale est en très lourd déficit. Le fait d'avoir des protections aux frontières, ça n'est pas monter un mur, comme l'a fait M. Obama pour empêcher l'immigration. C'est la maîtrise. Moi, je suis pour le retour à l'autorité de l'État. Pour que l'État ait une autorité, il faut qu'il ait la maîtrise. La maîtrise de la circulation des hommes, la maîtrise de la circulation des produits. Vous ne le voulez pas au niveau européen, pardon, mais parce que permettez-moi, et la maîtrise de la circulation des capitaux. Bon, je ne demande pas plus que ce qu'a la plupart des nations du monde, encore une fois. Pourquoi je ne veux pas de protectionnisme européen? Ça n'est pas que je n'en veux pas, monsieur, c'est que je n'y crois pas. Tout simplement, d'abord, ça ne réglerait pas tous les problèmes parce qu'il y a une partie de la concurrence qui est interne à l'Union européenne. Mais de surcroît, vous voyez bien que cette Union européenne, elle est fondée sur une idéologie ultralibérale. Moi, tous les discours que j'ai entendus au Parlement européen, on nous indique que le protectionnisme, c'est le mal absolu et qu'il faut laisser le marché décider de la loi de la jungle. Bon, donc l'Union européenne ne mettra jamais en place un protectionnisme aux frontières. Et lorsque M. Mélenchon ou M. Montebourg vendent cela, ils vendent une utopie. Et pas vous. Non, pas moi. Alain Jarre-Stama. Moi, je suis frappé par les ruptures dans ce qui était la vision du monde et je dirais la conception aussi de l'économie du Front National, qui à une certaine époque était libérale. Aujourd'hui, vous n'êtes plus. Vous êtes et cette volonté politique que vous voulez appliquer à revenir, disons, au système antérieur, car il s'agit bien de revenir quand même à un certain passé. Hein. Je l'ai beaucoup entendu dans votre discours. Si vous employez la moitié de la volonté, du talent que vous déployez pour soutenir l'isolement de la France dans le monde, car concrètement, si vous voulez, quand on a de moins en moins de choses à négocier avec l'extérieur, on n'est pas plus puissant. La France est un grand pays, mais avec la montée de l'ensemble des grands groupes, que ce soit les pays émergents, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, qui sont à notre horizon, nous ne sommes pas non plus la Russie. Nous n'avons pas, comme Poutine, un peuple qui, en grande partie, se trouve évidemment asservi, pour l'instant du moins. Donc, comment est-ce que vous pensez que votre programme peut exalter la les Suisse générations. C'est un pays beaucoup plus petit que nous, je crois. Ben oui, mais justement, je suis un petit peu consterné parce que précisément, vous avez cité le général de Gaulle, il y avait quelque chose dans ce Front National, par-delà tous les reproches qu'on pouvait lui adresser sur sa conception tout à fait close, culturellement parlant, de la nation, qui était précisément une ferveur, un projet, une ambition. Si nous n'avons même plus, pour le XXIe siècle, aux générations à venir, à proposer un projet de concrétisation de l'Europe, ce qui impliquera de revoir, effectivement, d'appliquer cette volonté, à revoir les traités européens, ce qui impliquera aussi de partager votre souci
devant la concurrence allemande. Et je dirais de plus en plus la domination et à certains égards l'arrogance allemande. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ces vues-là. Mais croyez-vous vraiment que la France seule... Je me rappelle quand le général de Gaulle était sorti de l'OTAN, Raymond Aron avait titré dans le Figaro « Enfin seul ». Et encore à cette époque-là, nous avions la puissance nucléaire. Mais dans un monde comme celui d'aujourd'hui, qui est multilatéral, qui est complexe, qui est aléatoire, croyez-vous vraiment que l'économie française... Je ne vous parle pas en économiste, mais la plus en politique. Car vous avez justement une transformation profonde de votre discours à travers ce virage vers l'économisme. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que si vous appliquiez votre volonté à ça, ça serait peut-être plus mobilisateur et plus moderne aussi? Monsieur le général de Gaulle a un ministre qui venait lui dire exactement ce que j'entends sur ce plateau depuis tout à l'heure, en disant « Mon général, la France est un petit pays ». Il l'avait regardé, il lui avait dit « Monsieur, redressez-vous ». Voilà. Donc moi, je suis très gaullienne en la matière. Je pense qu'il faut se redresser. Que l'Europe que je veux, parce que je veux une Europe, c'est l'Europe des nations. Mais des nations, monsieur, libres et souveraines. Comme la voulait aussi le général de Gaulle, qui, honnêtement, s'il pouvait voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui, très probablement serait désespéré. Une nation qui est en train de perdre sa souveraineté, que l'on envisage dont on envisage de transmettre la souveraineté budgétaire. C'est-à-dire qui n'aura plus aucune liberté d'action, dont le peuple sera renvoyé, somme toute, en arrière de la main, qu'on ne convoquera plus, dont on ne demandera plus l'avis. C'est exactement la vision inverse de celle qu'avait le général de Gaulle. Bon. Vous qui aimez citer le passé, c'est plaisant quand même d'entendre le Front National ressusciter les mannes du général. Je suis content de vous rendre joyeux, parce que depuis tout à l'heure, j'avais pas le sentiment d'arriver à vous rendre joyeux. Absolument que je sois triste. Alors ça me fait plaisir. Je vais vous rendre l'appareil, je vais décréter que vous êtes triste et nerveuse. Allez, comme ça sera... Et donc, monsieur, je crois très honnêtement que c'est l'Europe qui aujourd'hui est isolée dans le monde. C'est l'Europe qui est le seul espace du monde à avoir refusé effectivement de se protéger, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui elle est en faillite. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en 30 ans, notre pays est en faillite? Mais écoutez, il y a un moment donné, ça n'est pas une catastrophe naturelle, ça n'est pas un météorite, ce sont des choix politiques et économiques qui ont été faits, qui ont été des erreurs extrêmement lourdes, qui nous ont affaiblis, mais c'est pas parce qu'on est affaibli qu'on est mort. Bien au contraire, je crois que nous avons une grande capacité de sursaut et de rebond, mais pour revenir au début de votre intervention, je suis, moi, pour une économie libre. Je suis pour la libre entreprise, mais avec un État arbitre, avec un État qui régule, avec un État qui évite les abus et les excès, et notamment les abus et les excès de la finance. Et je crois qu'en cela, encore une fois, j'ai une vision, c'est vrai, très gaullienne. Oui, il y a un néo-gaullisme du Front National. Non, je suis désolé, j'ai vu votre programme de presse. Juste une petite chose dont on n'a pas parlé. Vous préconisez aussi une nationalisation partielle, il faut le savoir, du secteur bancaire, des transports et de l'énergie. Ça s'appelle bien, pour aller dans le sens de Alain Girard Slama, un tournant idéologique à 180 degrés par rapport à sa proposition qui était celle de votre frère. Et puis des investissements. Vous avez trouvé l'argent pour quasi-national, enfin prendre des participations majoritaires dans l'énergie, la banque et les transports. Écoutez, honnêtement, être sur France Culture et voir défendre le système ultralibéral comme ça, j'aurais tout vu la France Culture et nous sommes variés. Alors je vais vous répondre. C'est pas ça, c'est que les idées sont libres. J'ai proposé effectivement, je dis d'ailleurs qu'on y arrivera, et on y arrivera. Est-ce qu'on peut le noter aujourd'hui, s'il vous plaît? On le note sur nos tablettes. On arrivera à la nationalisation. On arrivera à la nationalisation temporaire et partielle des banques. Je l'espère des banques de dépôt, parce que je suis aussi pour la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. Pourquoi je suis pour la maîtrise de l'énergie? Mais parce que j'ai, encore une fois, désolé de le rappeler, comme le général de Gaulle, une vision stratégique. C'est-à-dire que je veux un État stratège. Je veux un État qui permettre de préserver l'indépendance de la nation. Or, je pense que l'indépendance de la nation passe par la maîtrise de l'énergie. Au-delà d'ailleurs des problèmes. Hein. Mais oui. On renationalise Air France, quoi, si on vous suit bien. Mais au-delà, monsieur, je vous signale, vous me parlez des coûts.
Je vous signale que nous avons vendu, ce sont les socialistes qui ont commencé à faire ça, suivis par la droite. On a vendu les autoroutes. Belle opération financière, n'est-ce pas? Nous avons bradé les autoroutes que nous avions construites, n'est-ce pas? Et donc, nous sommes... Ah, ben voilà, je vous l'accorde. Et aujourd'hui, on engraisse des sociétés d'autoroutes alors que l'on pourrait toucher... Qui sont pour certaines italiennes, donc on contribue au renflouement de la dette italienne. Nous pourrions toucher, avec le péage. Alors que nous pourrions toucher les bénéfices incroyables de cet investissement que nous avons tous payé. Pardonnez-moi, l'heure tourne, nous arrivons à l'heure du coup d'œil, comme chaque jour, sur un fait de presse par Thomas Cluzel. Thomas. Oui, un entretien à lire ce matin dans l'Humanité à l'occasion de la publication aux éditions de La Découverte d'un ouvrage signé de l'historien Pascal Blanchard. Ouvrage intitulé « La France noire, 3 siècles de présence ». Un ouvrage qui entend en somme intégrer au récit national une histoire méconnue et souvent pleine de préjugés. Car c'est parce que certains pensent qu'il est illégitime de parler d'une présence noire en France que cette histoire est oubliée, écrit Pascal Blanchard, et surtout qu'elle n'est pas enseignée. Qui sait, par exemple, qu'en 1904, le Jaurès noir est vice-président de l'Assemblée nationale, qu'il y a 50 ans, un homme noir était à la tête du Sénat. Nous avons déjà vécu la diversité, il n'y a aucun système à inventer, alors aujourd'hui, nous n'avons plus qu'une seule élue de l'outre-mer, donc nous avons régressé, sauf qu'une régression sur 20 ans n'a pas de sens, et si vous regardez sur 3 siècles et demi, eh bien le sens historique peut montrer des flux et des reflux. En l'occurrence, l'immigration noire, dit-il, n'est pas récente. L'immigration afro-antillaise arrive au XVIIIe siècle. On compte à l'époque environ 25 000 noirs en France, la moitié affranchis et puis l'autre esclave. Il y a même une légion noire pendant la Révolution française qui sera envoyée en Vendée. Vous imaginez une légion de noirs avec le chevalier de Saint-Georges en tête, en train de mater des Vendéens pas assez révolutionnaires à leurs yeux. Et puis si vous dites aux Français qu'ils ont une forte chance d'avoir un ancêtre noir, ils rigolent. Mais si votre famille est française depuis 20 générations, alors vous avez de fortes chances que sur vos 260 ancêtres, il y en ait un qui soit originaire d'Afrique, d'Haïti ou de Saint-Domingue. Alors pour autant, peut-on parler d'une identité noire aujourd'hui en France? Non, répond Pascal Blanchard. Il y a des dizaines d'identités qui ne forment pas une identité collective. C'est comme s'il n'y avait qu'une seule identité blanche. L'identité noire est un fantasme raciologique. Ce qui est réel, ce sont les héritages en train d'émerger. Et aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est l'éclatement des enjeux politiques. Les Noirs, les Asiatiques, les Arabes votent aussi bien à gauche qu'à droite. Pendant très longtemps, la gauche a pensé que cet électorat lui était dû. Et ce temps est fini. Ils iront voter à droite, certains même à l'extrême droite, parce que ce sont des Français comme les autres, avec leur part d'ombre et de lumière. Le temps des indigènes est en train de se terminer. Nous avons, nous, hommes et femmes de gauche, besoin de secouer donc nos partis politiques. Dans l'inconscient collectif, un Français, c'est d'abord un blanc, mais on est le pays le plus métissé d'Europe, et nous sommes peut-être cette génération qui va devoir vivre ce passage vers une société multiculturelle. Et c'est donc à lire dans l'Humanité ce matin. Le coup d'œil de Thomas Cluzel. Nous arrivons quasiment au bout de cette émission. Marine Le Pen, nous n'avons pas parlé strictement, on va dire, de politique politicienne sur les questions, notamment d'enjeux, d'alliance ou pas. Un article extrêmement intéressant qui ne vient pas d'une revue particulièrement classée à gauche, l'excellente revue tenue par les jésuites Études, avec un article de Dominique Régnier de la Fondapol, lié à l'UMP évidemment, mais enfin qui est un article relativement justement mesuré, raconte qu'au fond, le Front National s'emploiera pour cette élection présidentielle à favoriser la victoire de la gauche. Plus que de battre le président sortant, il s'agira de précipiter l'explosion de l'UMP qui est censée suivre sa défaite. Et le Front National rêve ainsi d'un quinquennat où le mécontentement provoqué par la gauche au pouvoir ne trouverait pas d'écho auprès d'une droite défaite et occupée à se quereller. Ainsi, le Front National pourrait se rêver en parti unique, converti au populisme patrimonial, écrit Dominique Régnier. Le Front National regarde 2012 comme sa date de renaissance. Non, mais est-ce que l'analyse vous paraît juste? Non, et vous avez, non, là pour le coup, parce que vous avez raison de dire que comme Monsieur Régnier dirige la fondation liée à l'UMP, évidemment, il a une vision quelque peu tranchée sur la question. Stratégiquement, c'est pas faux. Non, ce que je crois, que la victoire de la gauche vous aiderait à recomposer une droite. Ce que je crois, c'est que l'échec de Nicolas Sarkozy, que ce soit d'ailleurs au premier ou au deuxième tour, va effectivement entraîner l'implosion de l'UMP et une recomposition de la vie politique française. Et donc vous espérez être celle qui recollera les morceaux? Et dans le cadre de cette recomposition, je crois que le Front National peut devenir le pôle de rassemblement à vocation majoritaire. C'est ce que dit Dominique Régnier, oui, mais il dit que nous espérons la victoire du PS. Nous espérons notre victoire. Mais pour dans 5 ans.
Pas pour maintenant. Pas pour dans 5 ans. S'il restait un point commun, au fond, entre vous et votre père, c'est que vous ne voulez pas le pouvoir, en tout cas tout de suite. Si, je veux le pouvoir le plus vite possible, parce que je pense que mon pays va de plus en plus mal. Pour mai 2012. Et qu'il est très urgent de prendre les mesures que je préconise. Ah, vous voulez vraiment le pouvoir? Oui, vraiment, oui. Ah, pardon. Oui. Je pensais que c'était une stratégie, moi, du Front National qui consistait à... Non. Ah bon, ben voilà, mais écoutez... Ce sera le mot de la fin. C'est ça.